Quel titre de chanson résumerait ta vie? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer? Quel serait le voyage de tes rêves? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, où là je suis un peu fort. Donc de vous retrouver aujourd'hui en présence de Moïse The Dude. Oui, bonjour Moïse. Bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, on va dire que tu rejoins la collection de mes épisodes rap et plus précisément ma collection d'épisodes La Potion. Disons ça, ouais. Initié par ce bon Mugen et dans lequel on a ensuite pu retrouver Arnaud, Yurigi, Samir Hamad en quelque sorte. Donc ouais. Moïse, très content déjà que tu aies accepté mon invitation à participer à Aléatoire et très content que tu m'accueilles chez toi dans la bibliothèque qui te sert de salon. Moi j'aime toujours ça de voir les livres, les CD et les vinyles. Ouais, c'est bien dit, ouais. Des gens chez qui je vais enregistrer. Donc t'es essentiellement avant tout rappeur. Ouais. Ça fait à peu près 20 ans que tu rappes maintenant. Oui, un truc comme ça, ouais. Alors t'as sorti plein de projets et entre ce que j'ai vu sur les plateformes d'écoute, donc en tout, celle que j'utilise, la française, et les interviews, j'ai eu du mal à faire le tri entre ce qui était des EP, ce qui était des albums. Donc je pense qu'on va reprendre ça. Okay. Mais avant tout, t'as une particularité, on va dire, pour un rappeur, c'est que t'as commencé avec un collectif de reggae. Ouais, carrément. En fait, c'est qu'au départ, c'est vraiment une question de hasard, on va dire, de rencontre. C'est que j'étais pote avec des gens qui faisaient du reggae, qui avaient un groupe live. Mmh. Et moi, ça faisait déjà quelques temps que j'écrivais des textes de rap. Sans rien en faire, quoi. Je les rappais même pas, juste j'écrivais. Okay, je me disais, peut-être qu'un jour... Mais t'avais déjà des flows dans ta tête quand tu les écrivais ou même pas encore? Non, pas vraiment. C'est la science du flow, c'est venu assez tard. C'était vraiment juste du débit, quoi, du débit de texte, voilà, avec des rimes quand même. Mais donc j'ai rencontré ces gens. Enfin, je suis devenu ami avec ces gens qui avaient un groupe de reggae. Et parmi ces gens-là, il y a un pote qui, lui, voulait faire un sound system. À côté du groupe live, donc le sound system. Du coup, le concept, c'était de passer des galettes, quoi, passer des sons. Des disques, ouais. Et entre les sélections, c'était de faire des morceaux en live, mais en mode phase B, tu vois. En mode, on prend une phase B qu'on kiffe et puis on pose des trucs dessus. Un truc qui est assez hip-hop finalement dans l'esprit. Et le but de mon pote, c'était justement que ce soit raga et hip-hop. Et comme il a eu vent que j'écrivais des textes, okay. Il m'a dit, ouais, tu veux pas, vas-y, viens, on fait des trucs, quoi, on se lance et tout. Donc on a fait des petites répétitions, c'était dans ma province à l'époque encore, donc vers Chartres. Donc on a fait des répétitions, et puis en fait très vite on a eu des morceaux, à deux au départ, et après avec plein d'autres gens qui se sont agglutinés au son pour arriver à un collectif d'une quinzaine de personnes en fait, avec tout le monde n'est pas actif de la même manière, mais en gros, un collectif comme ça. Et en fait, au fil du temps, on s'est mis à beaucoup tourner, beaucoup faire de concerts, un peu partout en France, beaucoup dans le réseau associatif. Le réseau associatif, en fait, bien sûr, les SMAC. Donc voilà, donc on a énormément tourné. On a fait. Moi là, je me suis arrêté il y a quelques années, mais. Je pense que là, le crew, il en est à, je sais pas, peut-être 500 concerts, tu vois. Ah oui, parce que du coup, le crew continue. Ouais, le crew continue. Je crois, on n'a pas dit le nom d'ailleurs c'est le Ballet Batché Crew. Voilà. Et donc voilà, et moi, j'étais un peu le rappeur du crew, on va dire. Okay. J'étais vraiment la touche hip-hop du crew. Sauf que au bout d'un moment, j'avais envie de faire des trucs vraiment qui me tenaient à cœur, des trucs perso, en fait. Et mes influences en rap, américain notamment, je me voyais pas les diluer. Déjà fallait que je les digère moi en tant que rappeur, si tu veux, et après je me voyais pas diluer tout ça
toutes ces nouvelles envies dans le reggae, dans le principe du son de système qui était majoritairement reggae quand même. Et les gens qui m'entouraient à cette époque-là comprenaient pas forcément mon délire non plus, tu vois. Enfin, c'est bon, voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, donc là c'était en 2013, si je dis pas de bêtises, par là quoi. Je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais tracer ma route tout seul. Donc j'ai pris mes distances avec le crew, enfin avec l'activité musicale du crew, parce que ça reste mes plus proches amis. Avec ces acteurs. En réalité, ouais. Mais voilà, j'ai fait mes trucs dans mon coin. Donc j'ai commencé à rapper en solo, quoi, tout simplement. Et du coup, c'était quoi ces influences que tu voulais parce que donc j'ai vu quelques interviews où tu dis que tes premiers souvenirs de rap, ou du moins les premières choses qui t'ont marqué en rap, c'est donc MC Solar, Oxmo et IAM. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu fais, on va dire que c'est très très influencé américain. Et notamment, tu parles aussi dans ces interviews beaucoup du Texas et du rap sudiste, que finalement en France on commence à connaître, ou du moins j'ai l'impression, parce que je fréquente des gens qui écoutent cette musique et qui me l'ont fait découvrir, mais qui il y a 10-15 ans étaient quand même très méconnus en France. Donc comment toi t'es arrivé à découvrir cette scène du sud des États-Unis? Comment j'en suis venu à découvrir ça très précisément, je me rappelle plus, mais je pense que c'est un hasard de lecture de chroniques, d'aller chercher de l'info sur internet, et puis tu tombes sur un rappeur que t'aimes bien, et puis tu vas creuser, puis tu commences à tirer toute la bobine, tu vois, en fait. Mais c'est vrai que à cette époque-là, clairement, c'était une musique de niche, quoi, je veux dire. On n'était pas nombreux à s'intéresser à ça, et c'est vrai que mes potes de l'époque, les potes du Ballet Batché, ils comprenaient pas ce délire là, tu vois. Même au niveau des sonorités, ils comprenaient pas, tu vois, le côté lent, les charlets, les machins, les claps, la TR 808 et tout, ils captaient pas. Pour eux, pour un certain nombre d'entre eux, le rap c'était le boom bap en fait, tu vois. Ok. Donc les samples de soul et de jazz, avec un truc quand même, avec un message assez traditionnel, engagé, etc. Donc le côté bling bling du rap sudiste, le côté festif, hédoniste, tout ça les dépassait un peu, et moi ça m'énervait de pas réussir à les faire adhérer à ce truc-là en fait. Ouais. C'est là aussi où voilà, il y a eu un moment où je me suis dit bon tant pis quoi. Faut que je trace ma route, sinon je serais pas heureux, tu vois, artistiquement quoi. Et donc voilà, les influences c'est ça. C'est vrai que j'ai commencé par écouter du rap français, donc il y a très longtemps, et puis après je suis tombé dans le rap américain petit à petit. Bon, rap new-yorkais comme tout le monde en premier, quoi, plus ou moins. Quoique j'ai toujours eu une grosse vibe sur le rap de Los Angeles. Ouais, la West Coast. Ouais. Tu vois, les Snoop, les Tupac et tout, c'est un truc qui m'a parlé assez vite et qui m'a vraiment beaucoup parlé. Je suis presque plus finalement un West dans l'âme qu'un gars du Texas en fait, en réalité, tu vois. Si je devais choisir des albums... T'es plus plante verte que sirop violet. Ouais, finalement, ouais. Non mais tu vois, si je devais choisir des albums pour partir sur une île déserte, tu vois, la question à la con là, en fait, il y aurait le premier Snoop et le All Eyes on Me de Tupac en fait. Il n'y aurait pas d'album texan. Parce qu'il faut faire un choix, hein, je veux dire. Bien sûr, oui. Voilà, évidemment, mais j'ai énormément de classiques de rap texan dans mon petit panthéon, mais en fait, je me suis pris des giga claques sur le Doggy Style de Snoop et le All Eyes on Me de Tupac, en fait. Et ça paraît. Est-ce que tu te souviens de ta première écoute de ces albums? Ouais, le Doggy Style, j'ai un souvenir assez fou de ça. Enfin, fou parce qu'il est précis. En fait, j'étais chez un pote, dans son pavillon, tu vois. C'est une fête en après-midi, j'étais pas très vieux, quoi, donc petite boom d'après-midi, on va dire. Et là, il y a un de ses voisins qui était un tout petit peu plus vieux que nous. Et j'ai plus le contexte précis, mais je me retrouve avec ce type-là dans un couloir de la baraque, tu vois. Il y avait un poste CD et le gars, il avait Doggy Style. Et il met Doggy Style dans le poste, il me joue des morceaux. Et moi, j'étais là, tu sais, j'étais en alu total parce que je connaissais pas ce son-là. Et voilà, il y a eu un choc, il y a eu un vrai truc. Du coup, je lui pose des questions. Je lui dis, mais c'est quoi, c'est qui, machin. Bon, il me vend un peu l'album, quoi. Et il me le prête, d'ailleurs. Il voit que j'accroche et tout. Il me dit, bah, vas-y, je te le prête, tu l'écoutes, tu l'enregistres sur une cassette. Et puis, il y avait moyen de faire des copies sur les cassettes. Et puis, je lui ai rendu après, tu vois. Et ouais, ma première rencontre avec Snoop, c'était ça.
Et j'ai vraiment ce souvenir vif, tu vois. Enfin, je l'ai pas fantasmé, quoi. C'est un truc, je revois le mec là qui arrive avec son CD, qui met le CD dans le poste et tout, et qui me joue. En plus, il me les skip un peu les morceaux, tu vois. Il me fait découvrir l'album en le balayant un peu, et à chaque fois qu'il y a une prod qui partait, j'étais comme un ouf, quoi. Ok, ouais. Donc, ouais. Gros kiff là-dessus. Très bien. Donc, du coup, en 2013, tu quittes ton collectif pour voler de tes propres ailes, on va dire. Et donc, comme je te disais, j'ai un peu eu du mal à me retrouver dans qu'est-ce qu'est un album, qu'est-ce qu'est un EP, qu'est-ce qu'est un... est-ce que je sais pas, même si toi-même tu considères avoir sorti des mixtapes Non, j'ai sorti des EP ou des albums, mais après, en fait, en gros, en dessous de 10 titres, j'ai tendance à dire que c'est un EP. Et au-delà de 10 titres, ça va plutôt être un album, mais ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui, ce genre de format, en fait. Oui, parce que donc ton tout premier projet, c'est The Dude volume 1 et volume 2. D'abord le 1, oui. Et le 2 l'année d'après. Ok, d'accord. Ouais. Ensuite, le premier album en 2016, Dude Life. Ouais. Ok. Et ensuite, alors c'est là que Deezer les mettait en album. Nonchalante N. C'est des problèmes de référencement indépendants de ma volonté. Nonchalante N, en fait, c'est un EP qui au départ contenait 5 titres, mais quand je l'ai mis sur Bandcamp, il y avait 5 titres, et quand je l'ai mis sur les plateformes un peu plus tard, donc un peu en décalé, j'ai rajouté 2 morceaux. D'accord. Voilà. Mais ça reste un EP de 7 titres, du coup, sur les plateformes. Mais donc ça fonctionne comment sur les plateformes? C'est elle qui décide si c'est un EP ou un album en fonction du nombre d'albums ou en fonction de la durée? Non, c'est toi qui coches une case Non, c'est moi qui coche une case, mais comme pour tous les artistes indés autoproduits, tu remplis tout toi-même. Et le problème, c'est que t'es pas à l'abri qu'il y ait une erreur de remplissage ou une erreur de la part du distributeur, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça que des fois, tu as des EP qui se retrouvent dans la catégorie single, etc. Et les plateformes elles-mêmes, dans leur mise en place, parce que c'est un truc monstrueux, hein, tous les jours, t'as des gens qui mettent des trucs sur les plateformes. Donc les plateformes elles-mêmes font des conneries, en fait, de temps en temps, dans le référencement, tu vois. Ok. Et le problème quand t'es indé, c'est que pour corriger ça, bah tu peux pas, en fait. T'as pas soit de poids, soit tu te retournes vers ton distributeur et tu leur dis il y a une erreur et tout. Mais si tu t'en aperçois trop tard, ils feront rien, clairement. Ou alors ils te disent on envoyait un message à Apple, à Spotify et tout, mais derrière il se passe rien parce que tout le monde s'en branle, tu vois. Ouais. Les gros labels ont des contacts en direct, en fait, avec les plateformes. Oui, bien sûr. Donc c'est plus facile, quoi. Donc on disait Nonchalante N en 2007. Enfin oui, c'est ça. T'as eu un run d'à peu près un projet par an, en fait, jusqu'à 2019. Ouais. Je crois qu'en 2020, t'as pas sorti de projet. En 2020, j'ai rien sorti. Il s'est passé un truc spécial en 2020 dans le monde? Bah non, j'avais juste envie de faire une pause qui a pas été très longue du coup, mais parce que finalement j'ai rien sorti en 2020, mais c'est un temps que j'ai pris pour préparer quelque chose pour 2021, donc je me suis pas vraiment arrêté. Mais je te réponds au premier degré, mais en fait oui, bien sûr qu'il s'est passé un truc dans le monde. Tu nous aurais un peu ralenti, je sais pas. Non, mais en plus, en vrai, j'aurais pu sortir des trucs en 2020, mais j'avais aussi, indépendamment du Covid, j'avais envie d'en profiter pour faire une pause. Ouais. Envie de prendre du temps. Enfin, c'était une fausse pause, hein, parce que en fait, j'ai écrit, j'ai choisi des prods, etc. etc. Donc, ensuite, en 2021, du coup, effectivement, peu de temps après, t'as sorti Set Shit, donc qui est un double EP ou un album? Bah, les deux, en fait. Ouais. C'est un double EP qui forme un album. Ouais. Et suite à la sortie, j'ai vu, suite à cette sortie, t'as dit dans plusieurs, du moins dans une interview, je crois pour l'ABCDR, ou pour Goutte, je sais pas si c'est pour Goutte mes disques ou pour l'ABCDR. Je sais plus. J'ai lu les deux avant de venir, où t'annonçais que t'avais plus forcément envie de ressortir de longs projets et que t'aurais toujours cette passion du rap, cette passion de la musique, donc tu continueras à sortir des morceaux ou des petits projets de 3 morceaux. Et un an plus tard, tu sors Dakruna, qui est un EP de 8 morceaux. 5 morceaux. Ouais, il n'y a pas plus de morceaux sur... Non, 5 morceaux. Ouais. Ah, mince. 5 courts morceaux. 5, c'est vrai. Qui est un peu le dernier à être sorti, qui est sorti en fin 2022, c'est ça? En novembre. En novembre, ouais. Et alors du coup, j'imagine que sur
tout ce run, ta façon de travailler a dû un peu évoluer, un peu écrire. Enfin, comment t'approches toi-même ta musique et ta façon de la créer, de la mettre en œuvre? Le gros changement, mais qui s'est opéré il y a déjà quelques années, c'est que je n'écris plus à vide. Ok. Donc en fait, je n'écris que avec des musiques qu'on m'envoie. Je ne prends plus de notes en fait. Tu vois, j'ai pas des rimes qui me viennent quand je me balade sans musique, sans rien. Je me dis je note puis ça me servira plus tard. Je fais plus ça, ou alors les rares fois où je le fais, en fait, les notes me servent pas plus tard. En fait, j'ai vraiment besoin d'écrire sur la musique. Ça, c'est quand même le gros changement. Ça doit faire 4-5 ans que je fais ça maintenant. Ce qui fait que si je fais pas l'effort de chercher des prods ou si on m'en envoie pas, en fait il va rien se passer. D'accord. C'est comme ça quoi. C'est vraiment la musique avant tout. Non, après sinon c'est à peu près la même manière de faire que depuis le début. Je prépare en amont, j'écris, enfin je choisis les prods, j'écris, je trouve un créneau pour enregistrer et puis après un mixage, mastering et puis ça sort. Bien sûr, ouais. Peut-être la petite différence quand même ces dernières années, enfin sur les derniers projets là, c'est que j'essaye de faire en sorte de tout enregistrer dans le même laps de temps. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, je me prends une semaine d'enregistrement et il faut que je boucle tous les morceaux tout ce que j'ai enregistré. Du projet. Ouais. Okay. Je fais pas genre j'enregistre un morceau et 3 mois plus tard j'enregistre le suivant, etc. C'est parce que ouais, vas-y. Non, parce que juste ça fait chier d'attendre autant et que j'ai envie que le truc j'ai envie d'être efficace, tu vois. D'accord. J'ai pas envie d'y passer 2 ans. J'ai pas envie de passer 2 ans sur un EP parce que j'ai pas réussi à tout enregistrer en même temps. Enfin, tu vois. Donc voilà, c'est une question de logistique, mais en même temps, ce qui est cool, c'est que ça me met dans une vibe. Je sais que je vais me faire une semaine d'enregistrement, tu vois, une semaine de travail, et puis t'es dans ta bulle et c'est cool. D'accord. Et cette volonté, donc du coup, de ne plus écrire en amont ou de plus écrire à blanc, est-ce que ça vient d'une volonté de te focaliser sur la musicalité de la langue et de la musicalité de ton écriture, ou justement c'est un rejet, on va dire, du bon mot ou de la punchline? Je sais que tu peux être tu as été assez critique vis-à-vis de certains rappeurs qu'on érige comme des parangons de la punchline que tu trouves toi-même assez faibles. On ne citera pas de nom parce que nous sommes dans un podcast bienveillant. Parce que trop de noms. C'est faux, tu peux dire tous les noms que tu veux. mais ouais, qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui fait que dans ton processus créatif, tu vraiment t'as voulu te dire je n'écris plus si je n'ai pas de prod? En fait, c'est comme tu disais, là, c'est la musique avant tout, en fait. Je considère que je fais de la musique et oui, c'est pour la musicalité de la langue, c'est pour avoir un flow avant d'avoir un texte. Alors qu'au début, puis même quand j'étais avec le collectif, donc il y a longtemps, on était vachement sur l'écrit, tu vois, fallait tartiner du texte et tout, fallait envoyer du message, fallait dire des trucs. Là, j'ai toujours à cœur de dire des trucs, ce qui explique aussi mon aversion pour la punchline gratuite, on va dire. Je veux qu'il y ait du fond, mais avant tout, c'est un morceau de musique. Ouais. Donc avant tout, il faut qu'il y ait une cohésion entre le texte, le flow, la prod. C'est un tout, tu vois, c'est une unité indivisible en fait. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à ce mode opératoire, pardon. Et en fait, le truc aussi, c'est que souvent, c'est la musique qui me donne les idées de ce que je vais raconter, tu vois. Les images, je marche beaucoup par image. Okay. Donc c'est une musique, je vais écouter une musique, je vais fermer les yeux et la première question que je me pose quand j'écoute une prod, enfin si je sens que la prod me plaît un peu, la première question que je me pose c'est dans quelle image je me projette, tu vois, comme si c'était une musique de film en fait. Voilà, je prends chaque prod comme une forme de musique de film et je me dis qu'est-ce que ça m'inspire comme image vraiment, plus que comme image ou émotion, mais qui sont toujours liées à des images, tu vois. Parce qu'il y a des musiques les images que ça va me procurer, ça va être un peuple qui se rebelle, tu vois. Donc, du coup, je vais écrire un morceau un peu vénère, mais puis il y a d'autres musiques, ça va me procurer juste des images d'un mec qui marche dans la rue sous le soleil. Et, donc, du coup, tu fais un morceau de chill. Enfin voilà, non, mais bon, c'est un peu con, mais c'est comme ça que ça marche vraiment, quoi. Alors, un autre aspect de ta personne qui me semblait important à évoquer, c'était ton côté collectionneur. Et le fait que tu partages tes collections, vu que tu as 2 comptes Instagram, tu as les films du Dude où tu partages ta collection de DVD. Et d'ailleurs, le dernier post montre que tu es quelqu'un
extrêmement bon goût, vu que c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, qui est mon film préféré, donc forcément cool. J'étais assez content. Et les disques du Dude, où tu donc partages ta collection de disques et de vinyles. Et je m'étais posé une question qui fait peut-être très chroniqueur, journaliste musical, et je dis pas forcément ça dans le bon sens, mais il y a aussi un côté très référencé dans ta musique. Et je me demandais s'il n'y avait pas une démarche en commun entre ce partage de tes collections et ce côté très référencé de ta musique, comme si c'était aussi un partage de collection de ce que tu as collectionné dans ta pensée, dans tes mémoires. Si, c'est lié, hein. Clairement, c'est un tout, quoi. Ce que je raconte dans les morceaux, ce que je collectionne, ce dont j'ai envie de parler sur mes comptes Insta de collectionneur, du coup, c'est mon multiverse, en fait, tu vois. C'est pas un multivers, c'est mon univers, c'est la globalité de mon univers, en fait. Tout ça va ensemble et voilà. En fait, tout simplement. Et alors pourquoi tu t'es dit un jour que tu allais te créer le premier qui est venu, c'est celui sur les disques, il me semble. Et ensuite, tu as créé les films du Dude assez récemment, d'ailleurs, il y a quelques mois. En fait, je l'ai créé en même temps que les disques, le compte en lui-même, mais je l'ai alimenté que 3 ou 4 mois après, en fait. Mais non, mais le but, c'est juste de partager. C'est-à-dire que moi, je prétends pas être critique, journaliste ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui font ça mieux que moi, mais juste, je possède de la culture en physique, parce qu'il y a vraiment l'aspect physique aussi qui compte. Et j'ai juste envie d'en parler, j'ai envie de partager. Et en fait, d'ailleurs, en général, les petits textes qui accompagnent les photos que je poste, je fais en sorte que ce soit pas... comment dire, c'est pas une fiche Wikipédia, tu vois. J'essaye d'y mettre à chaque fois un rapport personnel à l'œuvre. Tu vois, de toujours dire comment, enfin pas toujours, mais j'essaye de dire comment je suis tombé sur ce disque, comment j'ai appréhendé le film, etc. D'un point de vue vraiment personnel de spectateur, quoi. Plus que d'un point de vue critique, parce que j'ai pas cette prétention-là et que même ça m'intéresse pas, en fait, de faire de la vraie critique d'œuvre. C'est pas... Voilà. Donc c'est juste pour partager et j'essaye d'écrire des petits textes qui donnent aux gens envie d'écouter le truc film, ou de voir le film. Très bien. C'est tout. Il n'y a aucune autre ambition. Et alors, dernière facette de ta présentation, celle-ci beaucoup plus récente, c'est que, alors, en soi, ça fait ça fait très longtemps que tu es auteur en tant qu'auteur de tes textes de rap, mais plus récemment, tu t'es mis à écrire de la fiction. Alors, je sais pas si tu veux qu'on le dise. Si, on peut le dire. Enfin, c'est pas encore... j'ai pas encore une œuvre très conséquente à ce niveau-là, mais on peut en parler un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé écrire. Mon activité d'auteur principale, c'est par le rap, quoi. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire, donc écrire du roman, de la nouvelle, etc. Sauf que j'avais jamais vraiment pris le temps de le faire. J'avais commencé beaucoup de choses. J'ai un disque dur rempli de débuts de trucs, tu vois, d'idées de romans et tout ça. De trucs pas aboutis du tout. Mais je pense qu'il me fallait une forme de maturité, en fait. Il me fallait le temps, il me fallait la maturation, il me fallait des déclics divers et variés pour vraiment essayer de concrétiser cet aspect-là de l'écriture. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était pendant le confinement, d'ailleurs, le premier. Le truc en 2020, donc. Ouais, le fameux événement de 2020. J'ai vu passer un appel à texte pour des nouvelles érotiques. Pour un recueil, donc aux éditions de la Musardine, qui est une grosse maison d'édition spécialisée dans c'est un peu la maison d'édition spécialisée en érotisme et en pornographie, littérature pornographique, quoi. Et j'ai envoyé un texte qui a été sélectionné. Et en fait, ça s'est reproduit, j'en suis à 5. En fait. D'accord. Donc publié dans des recueils de nouvelles. Je suis à 5 nouvelles érotiques publiées dans 5 recueils différents. Donc. Et donc, en fait, sur on va dire, les 2 premières nouvelles qui ont été sélectionnées, ça m'a donné une force incroyable. Tu vois, je me suis dit, ok, je sais écrire. Enfin, ça veut dire que je sais écrire au moins sur un format court. Je sais construire une histoire. Ouais, ce truc de si on a 2 coups sur coup qui sont sélectionnés, c'est pas juste un coup de chance. Voilà, j'en suis à 5. Je me dis, voilà, on est clairement plus sur un coup de chance. Donc, ça m'a donné, en fait, la force et le sentiment de légitimité. Pour me dire que je pouvais peut-être écrire vraiment, tu vois.
Et en plus de ces nouvelles érotiques qui restent quand même, c'est un truc assez spécifique, quoi. L'érotisme, faut quand même répondre à un certain, pas un cahier des charges, mais bon, faut qu'il y ait du cul, quoi. Oui. Je veux dire, Oui. c'est quand même ça le principe. Ça m'a donné la force pour écrire des choses pas érotiques, du coup. Et j'ai 2 nouvelles classiques, quoi, D'accord. qui ont été publiées aussi dans une petite revue littéraire de Saint-Malo qui s'appelle L'Hermine et la Plume. Et donc, ils m'ont pris 2 nouvelles. Ça, c'était en 2021 et peut-être début 2022, enfin par là, quoi. Et ça m'a donné encore plus de force et encore plus d'envie d'écrire un foutu roman, tu vois. Ok, très bien. Donc je suis là-dessus et franchement c'est galère, mais parce que ça n'a rien à voir avec l'exercice de la nouvelle. Bien c'est sûr, un peu le EP album en musique, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été relativement efficace sur les EP. Et je sais que je peux être un peu plus chiant sur les albums. Sur les albums, ouais. Okay. Bon, bah là, en nouvelle, enfin voilà, nouvelle versus roman, c'est un peu je me retrouve un peu face au même cas de figure, tu vois. Ok, d'accord. Mais voilà, après, c'est du boulot. Moi, je suis en autodidacte total sur l'écriture, quoi. Okay. Sur la littérature, on va dire. J'ai aucune notion. C'est vraiment un truc que je fais spontanément et tout. Donc, bah, c'est du boulot, quoi. Enfin, c'est comme pour le rap, hein, c'est du taf, et puis tu t'améliores, et puis tu trouves tes automatismes, et puis... Donc voilà, je suis en plein dedans, quoi. Et t'as un peu comme t'en as eu pour le rap, t'as des influences littéraires qui ou t'essayes de... je sais pas, non, pas forcément les retranscrire, mais des gens dont le travail t'inspire, ou... Quand tu les lis, tu te dis c'est trop bien, je veux faire la même chose. Ouais, il y en a quelques-uns. Bon, je suis très littérature américaine, un peu côté un peu trash, tu vois. Enfin, trash, ça veut rien dire, mais bah, un type comme Bret Easton Ellis, tu vois, j'aime beaucoup. Hubert Selby. Ah, ça je ne connais pas. William Vollmann. Non plus. Dont l'un de ses romans qui s'appelle La famille royale m'a complètement fucké le cerveau, tu vois. Même s'il a un style qui est pas toujours hyper accessible, donc c'est pas forcément une influence en soi, mais en tout cas la liberté et l'ampleur qu'il a dans son écriture et dans ce qu'il raconte m'a complètement fait exploser les neurones, quoi. J'ai une énorme passion pour un gars qui s'appelle Erskine Caldwell. Donc ça, c'est un écrivain plutôt des années 30-40 qui a énormément écrit, et tu vas voir, il y a une logique, sur le sud des États-Unis. D'accord. Et notamment les campagnes sudistes, les blancs, les white trash, les wasps, ouais. Donc c'est vraiment, enfin j'ai lu plein de bouquins de lui et c'est chambé. Et c'est chambé parce que c'est une écriture qui est simple, qui est assez directe, et en même temps il y a besoin de rien de plus, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande formule, il n'y a pas de grande métaphore. On est dans l'action et il arrive à te décrire des choses avec très peu de mots. Et il y a ce côté synthétique très très direct, quoi, que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi ce que je recherche dans le rap. Et c'est ce que j'apprécie dans le rap. Enfin, tout est lié à ce niveau-là, tu vois. Et puis voilà. Puis pour en citer un dernier, il y a un gars qui s'appelle Harry Cruz, dont j'ai découvert les œuvres il y a pas très longtemps. J'ai lu 2-3 bouquins de lui et c'est vraiment cool. Pareil, encore cette écriture très assez directe. Et les gars, ils ont un truc à te raconter, ils te le racontent et c'est à la fois pas compliqué et à la fois tu te dis mais comment ils font pour que ce soit aussi simple, c'est ça le truc, parce que c'est des gars qui ont du talent évidemment, mais c'est marrant parce que ces gens-là dont je te parle, genre Harry Cruz et Caldwell, c'est des gens qui n'étaient pas écrivains au départ, enfin c'était pas une vocation chez eux, c'est des gens qui ont des vécus incroyables, qui ont fait les 1000 pires boulots de la terre, qui ont traîné dans tout un tas de milieux, un peu comme Bukowski, ouais c'est ça, ouais, ce genre de profil, quoi. Donc j'aime beaucoup ça. Puis après en écrivain français, bah j'adore Pénac, par exemple. Du coup ça n'a rien à voir, encore que cette écriture directe et imagée, à la fois simple et sophistiquée, on y est, enfin bon voilà, en gros. Très bien. Et donc premier roman à venir, ah bah ouais, j'espère, on verra. Bah écoute, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur ta présentation. Non, c'est bien. Pour commencer, on va pouvoir passer au vif du sujet. Que penses-tu de la manière dont tu as été élevé ? Ah ouais, putain, on y va direct, quoi. D'accord.
pense que... C'est vrai elle attaque, elle est bien. Elle attaque sévère. Comme pour tout le monde, j'imagine, il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu vraiment une très bonne éducation dans l'ensemble. Et en même temps, il y a des aspects de cette éducation qui m'ont pu m'handicaper, tu vois. Des choses dont j'essaye encore de me détacher aujourd'hui, tu vois. Il y a toujours une part de ton éducation que tu déconstruis. Bien sûr. Pour t'en émanciper et trouver d'autres ressources en toi qui sont moins aliénées par ton éducation, justement. Mais dans l'ensemble, non, je suis plutôt content de mon éducation, qui était simple, qui était basée sur des valeurs. Alors le mot valeur, il a été très galvaudé, mais une éducation qui était basée sur des valeurs de base, c'est-à-dire faut être respectueux des gens, faut être gentil, faut être poli, faut être honnête. C'est ça la base du truc, tu vois. Une éducation qui aussi rejette tout ce qui est injuste. Et une éducation qui était pas mal basée sur c'est encore une formule archi galvaudée, mais sur la valeur travail, en fait. Ok. Mais dans le sens où on m'a appris très tôt que on n'a rien sans rien et il faut bosser, tu vois. Enfin, faut bosser pour gagner de l'argent et si t'as de l'argent, après tu t'achètes ce que tu veux, très bien, mais avant ça, faut bosser, quoi. Et en fait, si tu veux, moi j'ai toujours mes parents ont toujours été hyper généreux avec moi, tu vois, j'ai eu tout ce que je voulais, mais ils m'ont aussi toujours fait comprendre que c'était pas gratuit, tu vois. C'était pas un truc qui te tombe dessus. Tu vois, quand j'arrivais à forcer ma mère à m'acheter une paire de Air Max hors de prix à l'époque, je me tapais des fois une petite leçon de morale de mon père derrière, qui me disait c'est bien gentil tes conneries de basket et tout, mais j'espère que quand tu seras adulte, t'auras de quoi te les payer, parce que tu verras que ça se fait pas comme ça, quoi. Et voilà, et du coup, c'est vrai que voilà, on m'a appris qu'il y avait une contrepartie à tout, tu vois. Donc ils étaient généreux, j'avais de l'argent de poche et tout, mais des petites tâches ménagères, des petits trucs, fallait que je fasse des petits trucs pour mériter, tu vois. Qui était pas, c'était rien de violent, hein, tu vois. Non, bien sûr. Mes parents sont hyper gentils, quoi. Juste pour me montrer que, voilà, tout se mérite. Ce qui fait que j'ai pas trop une mentalité de petit bourge aujourd'hui, je pense. Mais parce que j'ai vraiment été élevé dans ce truc-là, quoi. Puis ouais, donc à côté de ça, l'honnêteté, la gentillesse, le respect, l'absence de préjugés aussi vis-à-vis de quiconque, tu vois. Les gens sont des êtres humains, en fait, avant toute chose, et le reste, on s'en fout, quoi. Ok. Très bien. Voilà. Mais alors, là, je vois rien dans tout ce que tu me dis qui nécessite d'être déconstruit. Ah ouais, non, oui, bien sûr. Après t'as peut-être pas envie de t'étaler. Non, mais oui, parce que ça, c'est les valeurs de base qui sont vraiment les choses les plus positives. Mais non, après, c'est sur un niveau plus personnel, les choses un peu plus compliquées, ambiguës, qui vont être liées à des notions de prise de risque. En gros, pour synthétiser, on m'a toujours plus appris que traverser la rue, c'était surtout le risque de se faire écraser, alors que j'aurais aimé qu'on m'apprenne que traverser la rue, c'était plutôt la possibilité d'accéder à quelque chose, certes d'inconnu, mais qui peut être très cool. Tu vois. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, c'est un truc, je schématise à mort, parce que ça a pu donner lieu à des scènes de conflits terribles avec mes parents, mais c'est un truc qui m'a beaucoup bloqué, en fait. Ouais. Ouais. C'est-à-dire comment dire? En fait, on m'a toujours, en quelque sorte, privé. Enfin, c'est pas. Je veux pas jeter la pierre à mes parents, mais on m'a toujours privé d'une forme d'insouciance, tu vois. Parce qu'il faut toujours penser à tout, penser au pire qui puisse arriver. Il faut d'ailleurs ne jamais manquer de rien, parce que c'est aussi un truc avec lequel j'ai grandi, tu vois. D'accord, ouais. De toujours avoir à bouffer et tout, et donc de faire en sorte de. Mais du coup, l'envers de ce truc-là, c'est que on m'a privé d'une forme d'insouciance
et je le vois chez des gens qui, eux, ont cette forme d'insouciance, qui te permet de faire des choses sans réfléchir au lendemain, Oui. et qui, du coup, te libère et te permet d'accomplir vraiment beaucoup de choses, tu vois. Choses, ouais. Là où moi, du coup, j'ai toujours du mal à prendre des grandes décisions. Tu vois, je vais me prendre la tête des mois et des mois sur est-ce que je dois quitter mon boulot, est-ce que je dois pas quitter mon boulot, alors que t'as des gens, ils en auront le cul, ils quittent leur taf et les couilles, on verra ce qui se passe demain, c'est pas grave. Tu vois. Il y a un jour où leur patron leur parle mal, ils disent ouais, bon bah d'accord, je m'attire. Ouais. Et moi, on m'a tellement, en fait, on m'a élevé dans la prudence. Ok. Vraiment, le revers de la médaille, c'est qu'on m'a élevé dans une prudence, une over-prudence qui est handicapante, qui est paralysante en fait. De ouf. Et donc cette prudence-là et ce manque d'insouciance, je commence tout juste à m'en défaire. Tu vois. Voilà, ça serait ça le côté négatif. Je vois assez bien. As-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard? C'est marrant parce que ça peut être quasiment en lien avec ce qu'on vient de se dire là. Le premier truc qui me vient, je pense qu'il y en a d'autres, mais le premier rêve qui me vient, alors pour le coup il est très ancien parce que c'est quand j'étais vraiment enfant, et c'est un rêve que j'ai fait plusieurs fois étant enfant. Alors j'ai oublié plein de détails, mais en gros le gros du rêve c'est que je longe un port, tu vois. Donc je suis avec mes parents, je longe un port, les bateaux machin et tout, les bits d'amarrage et tout ça, et on longe ce port, on est à pied, on va pour tourner sur un pont qui passe au-dessus de l'eau, quoi. Et au moment, donc systématiquement à chaque fois que je faisais ce rêve, au moment de tourner sur le pont, mes parents, eux, ils arrivent à tourner, tu vois. Et moi, je tombe à l'eau. C'est comme dans un jeu vidéo, tu vois. Au lieu de pouvoir prendre ton virage, genre t'es dans Mario Kart, tu vois. Et tu peux pas prendre ton virage, quoi. Tu finis dans le décor, tu vois. Et j'ai fait ce rêve plusieurs fois. Et à chaque fois, je me réveille paniqué, en larmes et tout, parce que je suis tombé dans l'eau. Enfin, c'est la mort, hein, clairement. Pas de... Quand je tombe dans l'eau de ce port, dans le rêve, il se passe rien derrière, tu vois. C'est un néant, il y a un néant, et je tombe dans ce néant noir. C'est pas de l'eau, du coup, c'est un truc. Tout en étant tous les trois dans le même véhicule? Non, on est à pied, ouais. Et donc, je me réveille, et voilà. Et je l'ai fait plusieurs fois, et je m'en souviens, tu vois. Alors, je pense qu'il est pas très difficile à analyser. Là, j'ai la flemme, je te le cache pas, mais non, mais je pense que c'est clairement là, pour le coup, c'est lié à cette idée de prudence et de toujours tout contrôler pour pallier aux imprévus, tu vois. Là, je suis dans un rêve où je suis gamin, je vois mes parents partir au loin, qui eux arrivent à accéder au pont, et moi je me plante dans l'eau qui est une eau noire, un néant noir, et qui est clairement la mort, tu vois. Alors après, à quoi c'est lié, je sais pas, parce que j'ai toujours eu très peur de la mort, et je suis aussi un miraculé de la médecine. Peut-être que c'est lié à ça, tu vois. C'est-à-dire un miraculé de la médecine. C'est-à-dire que en fait, quand je suis né, j'avais un grave problème à l'estomac, en fait. Ce qui fait qu'à 9 jours, j'ai dû être opéré en urgence parce que je pouvais pas me nourrir, etc. Et on est en 81, à ce moment-là, on n'est pas en 2023, et c'est une opération qui est très rare, avec un taux de mortalité qui est immense, tu vois. Très élevé, ouais. Et donc du coup, panique à bord, mes parents complètement catastrophés, etc., etc. Je dois me faire opérer à Paris, puisque à Chartres, on fait pas ça. Et ce qui s'est passé, donc j'ai été opéré, j'ai survécu, premier miracle, mais c'était vraiment chaud, quoi. Et après, le truc, c'est qu'il y a eu des complications, ce qui fait que mes parents n'ont pas pu me récupérer. Ils n'ont pas pu m'avoir avec eux pendant les premiers mois de ma vie, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc j'étais séparé de mes parents pendant les premiers mois de ma vie, et eux séparés de leur enfant. Donc c'était un traumatisme immense qui explique aussi énormément de choses. Bien sûr, ouais. Voilà, par ailleurs. Et c'est vrai que des fois je me dis, moi j'étais trop petit, je me souviens de rien de ça. Tu évidemment, oui, 9 jours. Ouais. Mais je me dis, est-ce que dans nos chairs et est-ce qu'il n'y a pas une inscription de ces choses-là dans nos chairs, dans nos gènes psychologiques, tu vois, même si on n'a aucun souvenir, comme le trauma de la naissance, tu vois, il y a tous ces trucs-là. On doit forcément porter ça, je pense. Donc, tu vois, ce rêve-là, qui est clairement une peur de mourir, d'être séparé de mes parents, etc., est-ce que c'est pas un écho à ces premiers mois de vie qui ont été très incertains, en fait? Voilà. Très... Ouais. Non, mais c'est... Ah bah... Il y a des questions, il y a des réponses, quoi.
Bah écoute, parfait. On va parler cinéma parce que je pense qu'on a plein de choses à dire, toi et moi. Y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Alors, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je suis pas trop le genre à citer des dialogues au quotidien. Néanmoins, je pense que je peux citer assez facilement les dialogues du Gendarme de Saint-Tropez. Ok. Ouais, parce que j'adore Louis de Funès et j'adore la série du Gendarme de Saint-Tropez. Les 4 premiers films, en tout cas. Les 2 derniers, on fait comme s'ils n'existaient pas. Il y en a eu 6. Ouais, il y en a eu 6. Il y a eu le gendarme. Le gendarme se marie. Le gendarme en balade. Le gendarme et les gendarmettes. Et le gendarme à New York. C'est les 4 meilleurs. Ah, donc... le gendarme se marie. Attends, non, je crois que c'est New York avant. Le gendarme à New York, le gendarme se marie et le gendarme en balade. Ok, gendarme en balade. Et les 2 derniers, c'est le gendarme et les gendarmettes et les extraterrestres. C'est vraiment, ça, c'est des purs, c'est atroce. D'accord, j'en ai vu. Je crois que j'ai juste vu le gendarme et le gendarme à New York. Ah non, et si j'ai vu le gendarme se marie, parce que je me souviens avec ma mère, à un moment, on aimait bien la réplique je le tue, je me tue et je demande le divorce, qui est dans le gendarme se marie. Donc voilà, voilà, mais c'est juste que je les ai vus 1 milliard de fois et que voilà, tu les connais par cœur au bout d'un moment, quoi. Et sinon, il y a un film dont je pourrais utiliser les répliques au quotidien, quand même, c'est vrai. C'est Le Poulpe. De Guillaume Niclou avec Jean-Pierre Daroussin. Ok. Parce qu'il y a plein de répliques courtes, assez punchy, tu vois. D'accord. Et qui sont drôles, la plupart du temps, dans le contexte du film, en tout cas. C'est un excellent film que je recommande, qui est peut-être le meilleur... on va dire quoi, non, c'est pas le meilleur polar français, parce que dans les années 50-60, il y a des trucs de fou. Il y a eu quand même 2-3 pépites. Non, mais c'est je sais pas comment le définir, mais c'est un putain de film hyper cool. Un Daroussin qui est badass comme jamais. C'est-à-dire qu'on l'a vu qu'une fois dans ce registre-là, malheureusement. Et le gars, il est juste stratosphérique dans le genre, ouais. Et le film est vraiment cool. Ok. Espèce d'enquête policière un peu légèrement déstructurée. Ok. Qui est vraiment charmé, quoi. Et il y a plein de répliques, tu vois, ça fuse. Tu vois, c'est le genre de truc où ça fuse, quoi. Et en fait, donc c'est tiré d'une série de bouquins. Je sais pas si tu connais. Donc c'est Le Poulpe, en fait, c'est une série de bouquins, une série de petits polars, ces petits bouquins très, très fins, très courts. Ça a été. Putain, qu'est-ce qui a créé ça? C'est un patron du polar. C'est pas Didier Deninx, c'est Jean-Bernard Pouy. Tu vois ça? Tu vois, pas du tout. Bref, c'est Jean-Bernard Pouy et je crois que je le prononce mal, Didier Deninx. Enfin, bref. C'est ces gars-là qui ont créé ça. En fait, ils ont voulu créer une série de polars avec un personnage et un cahier des charges. Parce qu'ils n'ont pas écrit tous les polars eux-mêmes. Ils ont fait appel à plein d'auteurs. Ok, d'accord. Mais à chaque fois, il fallait respecter un cahier des charges. Ce qui fait que tu as une unité au niveau de l'histoire, au niveau de la caractérisation des personnages, etc. Et c'est vraiment cool. D'accord. Voilà. Très bien. Je crois que c'est vieux, hein, je te dis ça, ça fait au moins 10 ans, voire plus, et je crois qu'ils n'en font plus. Enfin, c'est une série qui s'est arrêtée, quoi. Mais la série de bouquins à 10 ans? Ouais, plus que ça même. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Mais elle s'est arrêtée, il y a peut-être pas très longtemps, mais elle s'est arrêtée, je crois. Ok, d'accord. C'était aux éditions La Baleine, si je dis pas de bêtises. J'irai voir. Ouais, c'était vraiment cool, ouais. Très bien. Et alors sinon, c'est le film que t'as le plus vu, tu sais lequel ce serait? Bah, je crois que le film que j'ai le plus vu, il y a moyen que ce soit 4 mariages, un enterrement. Ok. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup Hugh Grant, hein, donc je peux comprendre. Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'il y a une différence entre les films que tu préfères. Ah, bien sûr. Et les films que tu vois le plus. Évidemment, oui. Donc, en fait, j'adore 4 mariages à l'enterrement. Enfin, j'aime vraiment le film, tu vois, c'est pas juste un truc que je regarde en mode second degré ou quoi. Je l'aime au premier degré, ce film. Ouais, vachement bien. Hein. Pour tout un tas de raisons. Et je me rends compte que c'est peut-être le film que j'ai le plus vu, presque involontairement, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu sais pas quoi regarder, t'as envie d'être dans une zone de confort absolu. T'as même parfois envie de t'endormir devant un film. Du coup, il est clairement dans la liste. Voilà. Et je vis avec quelqu'un qui est archi fan de ce film aussi, donc forcément. Forcément, ça aide. Bah oui, voilà. Très bien. Et alors, dans ce cas-là. Donc après, je pense qu'il doit être dans le top 5 des films que j'ai le plus vu. Ok. Et dans ce cas-là, quel serait ton film préféré? Tu fais la différence assez justement entre le film qu'on a le plus vu et le film préféré. Mon film préféré, je vais dire que c'est Hit de Michael Mann. Ah merde, pourquoi?
Parce que c'est trop bien. Non. Ah si. Non, je t'assure que non. Je sais que Michael Mann divise, et j'avoue que ça me dépasse un peu, mais non, moi c'est Hit, mais moi je suis archi fan de Michael Mann en général déjà, et Hit pour moi c'est un truc de ouf, quoi. Très bien. Sinon je peux dire Sonatine de Kitano. Je l'ai pas vu. Tu préfères? Oh là là, bon bah allez. Mais je préfère, ouais. J'arrête cette interview. Ça marche. Oh bah écoute, j'allais l'arrêter avant. Déjà qu'il n'y a pas de russe blanc. Mais ouais, non, Hit. Ouais. On en parlera en off éventuellement. Très bien. Mais vraiment, je ne comprends pas. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Ah putain, c'est une bonne question, ça. C'est pour ça que je la pose. Alors, oui, forcément. Après, radicalement, ça veut dire quoi, radicalement? C'est genre, tu penses un truc et tu penses vraiment tout l'inverse, quoi. Il n'y a pas de précision, donc c'est toi qui interprètes la question comme tu radicalement, veux, hein. Le mot est fort quand même. Radicalement, c'est un mot, il a un sens, quoi. Alors radicalement, je suis pas sûr. Par contre, j'ai beaucoup d'opinions qui ont évolué au fil du temps, clairement, de façon plus ou moins forte. Peut-être que, mais c'est pas une opinion en fait, c'est plutôt une sorte de prise de conscience et tout ça. Mais je pense que j'ai beaucoup changé au niveau de la consommation de viande. Ok. Alors du coup, c'est très à la mode aussi, mais alors je suis pas devenu vegan ni même vraiment végétarien, mais en tout cas, en fait, quand j'étais ado, même jeune adulte, tu sais, je réfléchissais pas une seconde au fait que quand tu bouffes ta viande, un animal a été tué. Tu vois ce que je veux dire? Je conscientisais pas ce truc-là parce que juste j'avais envie de bouffer ma viande et je la bouffais et je faisais aucun lien avec rien. J'avais pas toute la chaîne de production en tête, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand je bouffe de la viande, puisque ça m'arrive encore, le moins possible, mais ça m'arrive encore, je peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé, tu vois. Tuer un animal, et dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'on fout dans ta viande, etc., etc. Donc ça, on peut dire que ça a quand même été un gros sujet quand même. Okay. Ouais. Et tu te souviens de ce qui t'a fait réaliser ça et changer de comportement par rapport à ça? Non, je pense que c'est progressif. C'est des rencontres. Ma compagne est végétarienne. Donc forcément, tu as aussi accès à des infos, tu vois. Elle est pas prosélyte du tout, je veux dire. Oui, non, mais tu vis avec quelqu'un, tu t'intéresses à... Elle m'empêche pas de bouffer ce que je veux, hein. Mais forcément, je m'intéresse à ça, quoi. Et puis quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis oui, en fait, c'est complètement con. On n'a pas besoin de tuer, en fait, pour bouffer, tu vois. Plus alors, il y a le côté souffrance animale, qui est finalement pour moi le premier sujet, et il y a le côté écologique. On sait que la production de viande, massive de viande, c'est une atrocité pour la planète. Donc ouais, c'est un truc progressif qui s'est fait, c'est lire des choses, entendre les gens en parler, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais ouais, ça va, enfin, je peux quand même... je peux faire ma part du boulot aussi, ouais. Mais donc effectivement, pas de changement radical, vu que tu as dit ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est un truc auquel je réfléchissais pas du tout, mais pas du tout, quoi. Oui, donc je vois. Y a-t-il un reproche que l'on te fait souvent? Si je dis non, c'est prétentieux, mais mais en même temps, non. D'accord. Non, je crois pas. Enfin, j'imagine que j'ai plein de défauts comme tout le monde, mais... Bien sûr. Je pense que je suis un peu égoïste, mais on me le dit jamais. Mais moi, je sais que je suis un peu égoïste. Mais je fais en sorte que ça ne pourrisse pas la vie de mes proches. Si on te le dit jamais, c'est peut-être aussi parce que t'es perçu. Enfin, c'est un jugement de ta c'est un jugement de ta personne, mais on peut mal se juger aussi si on te le dit jamais. Ouais, en même temps, on me le dit jamais. Non, on me fait pas... Est-ce que tu sens que des fois on voudrait te le dire mais on ne te le dit pas? Mais non, parce qu'en fait j'ai une conscience assez aiguë de ce que je suis quand même, tu vois. D'accord. Et j'essaie toujours d'avoir du recul sur ce que je suis et comment je me comporte, etc. Et je sais que je peux me comporter par moments de façon à ce que les choses soient en ma faveur. C'est ça que j'entends par égoïsme. C'est pas, je manipule pas les gens parce que... ça marche pas, mais je veux dire, je suis pas fou et je suis pas
comment on appelle ça? Je suis pas un pervers narcissique, Oui. mais je sais que oui, je peux avoir une vraie tendance à faire passer mes besoins avant ceux des autres. Ok, Tu vois? d'accord. Mais ça peut être des trucs. Mais c'est pas aux dépens de ceux des autres. Non, c'est pas forcément aux dépens de ceux des autres, mais je me rends compte que je me mets pas toujours à la place des autres. Je cherche un exemple, mais non, mais tu vois, par exemple, avec madame, si on veut partir en vacances, on choisit une destination. Elle a plein de destinations cool à proposer, j'en ai aussi. Je vais quand même avoir tendance à faire en sorte que ce soit mes destinations qui soient choisies. Je vois. Tu vois, et pas de façon violente ou agressive ou particulièrement perverse, mais je me rends compte que dans ma manière de présenter les choses, d'enrober le truc, j'ai quand même tendance à vouloir gagner la partie, entre guillemets. Ouais, je vois. C'est en ça que je dis que je suis un peu égoïste, Okay. mais on me le reproche jamais, donc je pense que ça va. Je dois être dans les limites du raisonnable de tout être humain, tu vois. Mais je sais que j'ai ce penchant-là. Moi, je sais que j'ai ce penchant-là, vraiment. Peut-être que tu faisais ça si bien que les gens ne s'en rendaient pas compte. Oh, j'ai pas cette prétention-là. Et que ton entourage, en écoutant cet épisode, va se dire mais c'est vrai, en fait. C'est vraiment un connard, quoi. Tu viens de flinguer ton filon. Ouais, voilà, ouais. Félicitations. Désolé les gens. Y a-t-il un point commun à tes amis? Ouais, ils ont tous une passion. Et parfois la même que les miennes. Mais ouais, je suis majoritairement entouré de gens qui ont des vraies passions, quoi. Ouais. Que ce soit musique, cinéma, littérature. Un truc culturel, plutôt. J'ai pas d'amis qui est passionné de voiture. Okay. Une passion que je respecte totalement, hein, mais je veux dire... T'as pas de crypto-bro dans ton entourage? Non, j'ai beaucoup de gens qui ont un truc artistique, tu vois, qui ont une fibre artistique ou une passion artistique. Ouais, mais je crois que Mugen m'avait dit peu ou prou la même chose. On l'attend d'ailleurs. J'allais dire on l'embrasse, mais non, on l'attend vu que tu as dit qu'il passerait peut-être. Il est devant. Attends, je vais lui ouvrir. Écoute. Alors, on est reparti. Le Mugen vient de nous rejoindre. Y a-t-il un changement physique, donc une coupe, une coloration ou un tatouage que tu n'as jamais osé faire? Tatouage, parce que j'en ai pas. Ok. Ça te fait envie? J'ai eu très envie il y a 7 ans. Vraiment, j'étais chaud, tu vois. Je commençais à bien réfléchir à ce que je voulais et tout. Et j'avais même trouvé mon tatoueur. C'est-à-dire que si un jour je me fais tatouer, je sais par qui je me ferai tatouer. Parce que j'ai des goûts assez précis en tatouage. Et je l'ai pas fait. Et je pense que je le ferai pas. Parce que ça m'a passé. Et que si ça m'a passé, c'est que je le ferai pas. Enfin, je le ferai jamais, tu vois. Et après, je vais dire un truc un peu snobinard, mais il y a tellement de gens tatoués là. Franchement, je suis assez d'accord. J'ai l'impression d'être plus unique, non tatoué que tatoué, tu vois ce que je veux dire? Et il y a tellement de gens qui se tatouent des trucs moches, tellement de gens... Pour moi, le tatouage, ça a toujours été associé à un certain lifestyle aussi, tu vois. Oui. Ce qui est con, hein, parce que je veux dire, vu que n'importe qui est tatoué, ça veut rien dire. Mais... Bah oui, c'est plus le cas, mais ouais, il y avait un peu cette idée de misfit, des accès laissés pour compte. Et ce qui me faisait vachement hésiter au moment où je voulais me faire tatouer, donc... J'arrêtais pas de me dire, mais est-ce que tu vas l'assumer ton tatouage, tu vois? Ouais. Est-ce que tu es suffisamment badass pour être tatoué, tu vois? En vrai, c'est ça que je me disais. Et faut croire que je suis pas suffisamment badass pour être tatoué, tu vois. Mais bref, non, puis voilà, ça m'a passé, c'est pas... Mais c'était quoi comme, alors peut-être pas dans des... Très précisément, mais comme style de tatouage, tu dis que t'as des goûts assez pointus. Pointus non, mais précis, quoi. Pardon. Moi, je suis à fond old school. Mais vraiment, tu sais, le bon vieux tatouage de marin, la pin-up, des trucs comme ça. Le American old school. Donc ça aurait été un truc dans ce genre-là. Un crâne. D'accord. Parce que j'adore les crânes, les vanités, en tout genre. Donc... Et comme on peut voir sur la pochette d'Akruna, qui est un seau de popcorn, c'est bien ça? Ouais, un seau de popskull. De popskull. Ou de skullcorn plutôt. Mais il y aurait eu du crâne, il y aurait eu du bateau au loin avec du coucher de soleil pastel, enfin tu vois, un truc... T'es branché pirate aussi? Ouais, grave, ouais. C'est un imaginaire d'enfant en vrai, hein, tu vois. Oui. Voilà quoi. Mais c'est un imaginaire qui m'a pas quitté en fait. Ça me fait toujours triper quoi, ce truc de pirate, les palmiers, les plages, les bateaux. Ouais. Alors,
Alors, es-tu rancunier? Oui. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, je suis assez rancunier, ouais. Mais alors, À la hauteur du préjudice ressenti, parce que c'est toujours ressenti, tu vois, c'est toujours subjectif. Bien sûr. Mais ouais, je peux être assez rancunier. Après, c'est pas une rancune où je vais aller pourrir la vie d'un gars parce qu'il me... C'est ça, c'est mais ce que juste, il peut y avoir il peut se passer un truc où mon approche d'une personne sera plus jamais la même, tu vois. Oui, mais tu conserves une rancune, mais tu ne prépares pas ta vengeance. Non, je prépare pas ma vengeance parce que après, ça mène à rien. Après, faut se faire tatouer, tu vois. Mais, tu vois. Mais. Et un de plus. Ouais, voilà. C'est ça. Mais non, je suis assez rancunier, ouais. Ok. Ouais. Et j'oublie pas, tu vois, c'est ça le truc. Ni oubli, ni pardon. Ouais, je suis un peu dans ce truc-là. Ouais. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie? Oula, bah dans 40 ans, je sais pas si je serai encore là déjà. Mais y a moyen. Qu'est-ce qui... pas grand-chose. Enfin, la notion de réussir sa vie est pas une notion qui me... Bien sûr. Qui me touche particulièrement. Enfin, c'est hyper dur à définir et ça veut pas dire grand-chose. Mais, je sais pas, réussir sa vie, c'est réussir à pas avoir été trop malheureux, même si on maîtrise pas tout sur ce paramètre-là. Mais donc si dans 40 ans je me dis bon, finalement là si je regarde dans le rétro et je me dis ma vie était pas si mal, elle était quand même globalement assez cool, j'aurais réussi ma vie, tu vois. Okay. Après il y a des aspects plus concrets, genre la musique, etc. Je veux dire, faut être lucide, je vais pas remplir un Olympia demain, donc, et dans 40 ans non plus, donc je regarderai dans le rétro et je me dirais j'ai pas percé, j'aurais aimé percer, j'ai pas percé, donc j'ai pas réussi, mais en même temps, est-ce que ça va me donner envie de chialer? Non. Ok. Oui, c'est pas un truc que tu cherches à tout prix avec la musique. Si ça me tombe dessus, je le prends, clairement. Oui, mais si ça tombe dessus, je vais pas être hypocrite, quoi. Mais le chercher, même quand on le cherche, je suis pas sûr qu'on le trouve non plus, donc c'est un mélange quand même de hasard et de taf, tu vois. Oui, mais il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a des formules ou qu'il y a des moyens de réussir, ou qu'il faut faire plutôt des je crois pas trop tel style. Je crois pas trop à ça non plus. Et puis je pense que là c'est un peu tard aussi. Sur la musique spécifiquement, par exemple. C'est pour ça que j'essaye aussi d'aller le plus loin possible dans d'autres domaines, notamment l'écriture de romans et tout. Okay. Je pense que au niveau timing, c'est plus souple. Oui, bien sûr. Quand même. C'est vrai que surtout le rap est quand même une musique qui pas forcément, enfin n'est pas nécessairement, mais qui a un lien avec l'aspect juvénile et un côté un peu. Ouais, je sais pas si c'est. Enfin, oui et non, mais vraiment l'idée de ce qui est réussir dans la musique, si tu veux, je pense que ça doit quand même se faire assez tôt entre guillemets. Après, je ferai peut-être encore du rap à 70 ans et ce sera très bien. Et Jay-Z rap, il a je sais pas quel âge et tout ça. Jay-Z même, il y a plus vieux que ça en plus. On dit toujours Jay-Z, mais t'as des gars, même KRS-One, il peut encore te lâcher un couplet de feu. Et voilà. Mais ça, c'est deux trucs différents. Réussir et continuer une activité musicale. Voilà. Tu te réveilles après 100 ans de cryogénie. Quelle est la première question que tu poses? Il est mort, Jean-Marie Le Pen? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il tient. Ouais, il tient. Ouais. On a eu un petit espoir ce week-end. Ouais, petit. Non, je sais pas. Quelle question je me pose? C'est une bonne question, ça, du coup. Tu poses, c'est plus. Non, mais ouais, à quoi tu. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il y aurait tellement d'informations qui me tomberaient dessus que aussi bien j'aurais pas le temps de me poser beaucoup de questions et j'absorberais tout d'un coup en me disant qu'est devenu le monde et Donc restons sur Jean-Marie Le Pen. Oui, voilà. On peut élargir à elle en est où la famille Le Pen? Ouais, putain. Ouais. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées? Non, pas vraiment. D'accord. Non.
Je suis pas vraiment le genre de gars qui lance les sujets de conversation dans les soirées, je pense. Ouais. Je les prends en cours et puis je me débrouille avec ce qui se dit, mais je suis plus observateur qu'acteur en général. Bon, ça dépend du moment, mais globalement, quoi. Ouais. Puis bon, tu t'avances que Hit est un bon film, c'est déjà pas mal en termes d'absurdité. Ouais, voilà. Ouais, je peux faire ça, ouais. Alors, est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Ouais, bah j'ai mes bagues en fait. Ok. En fait, j'ai une révélation en fait en te répondant, mais en fait, elle ne me quitte jamais, ou quasi jamais. Tu dors avec? Ouais. Alors, est-ce que c'est porte-bonheur? J'en sais rien parce que je suis pas du tout superstitieux ou quoi que ce soit. Mais je me rends compte que je les ai toujours sur moi, que j'y tiens énormément. Et que, ouais, il y a peut-être quelque chose au fond de mon subconscient qui est de l'ordre de ça me porte bonheur, peut-être. Ouais. Et tu veux nous donner leur signification ou Bah, en fait, non. Enfin, c'est juste qu'il y en a une, c'était la chevalière de mon grand-père paternel, qui a les mêmes initiales que moi. Ok. Et j'ai récupéré sa chevalière parce que j'étais le seul de ses petits-fils à avoir les mêmes initiales que lui. Ouais. Enfin, à l'époque, j'étais le seul, maintenant, peu importe. Et l'autre, c'est la chevalière de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Moïse, d'où mon pseudo. Et il se trouve que ses filles, mes grands-tantes, donc, un jour m'ont proposé de récupérer sa chevalière. Et j'ai fait, bah ouais, du coup, très bien. Voilà, et j'ai ces deux chevalières qui ne me quittent pas. Ouais. Alors, si tu pouvais avoir un don, lequel serait-il? Quel serait-ce, non? L'immortalité, c'est un don? Non, c'est un super pouvoir. Ah, merde. Un don, c'est quelque chose que des gens ont autour de toi. Genre, que les gens quoi? Que des gens peuvent avoir autour de toi. Genre l'oreille absolue. Ah ouais, ça d'accord. existe. Alors attends, mais peut-être que tu vas me dire que c'est un super pouvoir, mais une fois, on jouait un peu à ce jeu-là de... T'aimerais avoir quoi comme don, super pouvoir et tout avec des potes? Et il y a un pote, il a dit un truc de ouf. Il a dit, j'aimerais pouvoir tout faire bien. C'est-à-dire que, tu vois, sans avoir à apprendre. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, du jour au lendemain, tu dis, tiens, je vais aller jouer au foot, et tu sais parfaitement jouer au foot. Tu vois, tu dis, tiens, je vais prendre une guitare, tu sais parfaitement jouer de la guitare. Ouais, non, ça tient du super pouvoir. Ah, c'est plus super pouvoir. C'est plus un super Parce que j'ai trouvé ça assez balèze, tu vois. Parce que, tu vois, j'ai déjà connu des gens qui, par exemple, t'avais le sentiment que ils pouvaient jouer de n'importe quel instrument bien. Ouais. Et genre vraiment, tu leur filais n'importe quel instrument et ils arrivaient à te sortir un truc. Ça devenait pas des prodiges, enfin des prodiges, mais ils sortaient un truc avec n'importe quel instrument. Mais passer du foot à la cuisine en passant par la musique avec autant de brio à chaque fois, tu vois. Et réparer un... Du coup, ça marche pas. Attends, est-ce que l'insouciance dont on parlait tout à l'heure, tu vois, c'est un don que j'aimerais bien avoir. Une vraie belle insouciance, tu vois. Genre advienne que pourra, tu vois. Avoir une capacité à switcher en mode advienne que pourra tout le temps, tu vois. Et m'en battre les couilles de tout et du coup faire plein de trucs parce que je m'en bats les couilles. D'accord. Ouais, c'est quand même un truc qui me frustre par moment. Donc le don du battage de couilles. Ouais, du vrai battage de couilles. Du vrai battage. Celui qui te fait avancer, celui qui te met en danger en fait. Ouais. Là, un danger qui est nécessaire, ouais. Et toi, ce serait quoi du coup? Si je pouvais avoir un don, parce que j'ai déjà pas mal réfléchi et répondu au super pouvoir, qui serait l'omniscience, mais c'est pas un don. Si je pouvais avoir un don, l'oreille absolue, ça m'intéresse pas. Je suis assez frustré par mes qualités lorsque j'écris. Donc savoir bien écrire. Vraiment savoir bien écrire rapidement, c'est un truc qui me plairait bien. Ou pareil, non, j'ai souvent été frustré dans ma vie de pas savoir dessiner, même si ça veut pas dire grand chose. Là où c'est une activité que j'aimais beaucoup faire quand j'étais enfant, et je l'ai déjà dit, j'ai un de mes cousins qui est vraiment mon cousin d'ailleurs, qui est vraiment un de mes modèles dans la vie et qui lui dessinait super bien, a fait les beaux-arts et maintenant a une maison de micro-édition. Et c'est vrai que je trouve ça cool, ça quand même, de savoir bien dessiner et d'avoir une patte artistique, plastique et graphique. Voilà, je pense que ce serait soit l'écriture, soit ça.
Très bien. As-tu déjà eu l'impression qu'on s'intéressait à toi pour de mauvaises raisons? Non, je crois pas. Ok. Non, pas spécialement. Non. Ouh. Alors, dans tes rêves, oui, mais dans la réalité, as-tu... Bah oui, si, en fait, si. Tu nous l'as déjà raconté. As-tu déjà failli mourir? Ah oui. Bah, Ouais. Oui. Mais d'autres fois aussi. Hein. Ok. Ouais. Tu veux nous en raconter d'autres? Bah, des trucs en bagnole. Ok, d'accord. Ouais. Ce qui est fou parce que tu le conscientises pas sur le moment, tu vois. Bien sûr. Mais une fois, je me suis retrouvé c'était dans ma province, tu vois. Mhm. Et j'ai pris la voiture de mon père pour aller voir des potes, tu vois. Et J'ai cru comprendre une certaine importance dans ta discographie. Ouais. Ok. La Merco du Daron, qui est encore en vie. On sait pas pour combien de temps, mais ça roule encore. Bref, et du coup, je prends la Merco du Daron, tu vois, pour aller en ville voir des potes, quoi. Et en fait, mais je me suis pas... Enfin, moi, je savais pas ce qui se passait dans la ville, mais Mhm. en fait, je me suis retrouvé dans une petite rue face à un gars qui roulait vraiment à balle, tu vois, Ok. à contresens, Ok. qui roulait nain, parce qu'en fait, c'était une course-poursuite. Il y a une course-poursuite Ah ouais. entre lui et des flics, tu vois. Mais moi, je savais pas. Et en fait, juste, j'ai fait, tu vois, le réflexe de ouf. J'ai fait un écart. J'ai roulé à moitié sur le trottoir. Comment j'ai fait pour pas me prendre un poteau, un réverbère, je sais pas. Bref, j'ai fait l'écart, je suis revenu sur la route, tac. Et tu sais, j'étais là, genre, oh, c'est chaud là. J'ai fait quand même me prendre cette voiture de plein fouet. Et si je m'étais pris cette voiture, je serais mort, c'est sûr, tu vois, c'est obligé, quoi. Il allait trop vite. En plus, moi-même, je roulais un peu vite parce que, voilà. Parce que tu étais jeune et insouciant. Ouais, voilà. Exactement, comme quoi. Et tu sais, après j'ai repris ma route et tout, j'étais là, mais il s'est passé quoi en fait là? Je suis vraiment passé à ça, tu vois, le mec il m'a frôlé. Mais tu sais, tu t'en rends compte que plus tard. Quelques minutes plus tard, il faut le temps de redescendre. Et de... Donc j'ai quand même vraiment failli mourir ce jour-là, je pense, vraiment. Ils ont fini par l'arrêter? Qu'est-ce qu'il avait fait? Je sais pas, peut-être il avait volé la caisse, juste, d'ailleurs. C'est un truc qui arrive assez souvent. Ah, mais il n'y a pas une course-poursuite. Là où j'ai grandi, souvent, t'avais des caisses volées, puis tu les retrouvais brûlées dans des champs pas loin, quoi. Ah bah écoute, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Ah, bah l'immortalité. Ok, voilà. Très bien. Ouais. T'as pas peur de te faire chier? Non. Ok. Non, mais c'est marrant parce que tout le monde dit ça. Ah ouais, mais non, mais c'est chiant au bout d'un moment. Mais non, c'est mon plus grand rêve en fait. Ah ouais. Ah, je suis prêt à donner ma collection de vinyles pour. Ok. Rends-toi compte. Ouais. Mais du coup, t'écouterais quoi? Je sais pas, mais je serais immortel. Tu rachèterais des vinyles après. Ouais, c'est ça, je m'en fous, j'ai le temps, tu vois. J'ai le temps non seulement de faire de l'argent pour acheter des vinyles et ensuite de racheter les vinyles. Je peux même faire fabriquer les vinyles que j'aurais plus, tu vois, tu t'en fous. T'es immortel en fait, t'as tout le temps. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux passer 200 ans à devenir millionnaire, milliardaire. J'ai pas un rêve en soi de devenir milliardaire, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux tout faire en fait. Et alors, ce serait immortel comme. Comment dire? Genre comme un elfe dans Le Seigneur des Anneaux ou immortel comme Wolverine? Ah, comme Wolverine. Donc on peut pas te tuer en fait. C'est-à-dire que tu survis à une explosion atomique. Ouais. Mais là, Wolverine, c'est mon héros. T'es conscient que dans 150 ans, tu te fais sérieusement chier parce qu'on a tous disparu. Bah, je serais tout seul. Oui, bah, ouais, c'est vrai. Bah, tant pis, je serais tout seul. Ok. Bah, je communiquerai avec les animaux, les arbres. Je suis sûr qu'il y a moyen de développer des trucs. Ça marche. Bah, c'est peut-être toi qui vas redonner naissance à l'humanité, du coup. Et peut-être que justement, une fois que l'apocalypse sera arrivé, que tu seras immortel et que tu sauras pas quoi foutre, on va commencer à réfléchir à ça, hein, parce que tu te poseras peut-être cette question. Si tu pouvais créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que ferais-tu? Waouh. Je croiserais des lapins et des loups pour faire des lapins-loups. D'accord. Voilà. Dans quel but? Dans le but de pouvoir réaliser enfin le rêve d'un de mes meilleurs potes qui a un chat et qui passe son temps à appeler son chat mon lapin ou mon loup ou mon lapin-loup. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment que je réalise son rêve à lui d'avoir un lapin-loup en fait. Okay. Voire un chapin-loup, puisque du coup... Chapin-loup. Ouais, ah ouais. Ouais. On est sur des évolutions assez
Ah, c'est ouf là-bas, ouais. Oui, effectivement, je vois pas comment la nature et l'évolution peuvent justifier une telle. Ouais. Donc lapin-loup, c'est quoi? En plus, le lapin, c'est quand même, tu sais, c'est une victime de base. Bah c'est quand même c'est un une petit proie. truc mignon. Et le loup, c'est le prédateur absolu. Donc, tu croises les deux, c'est la paix dans le monde. T'as fait la synthèse de tout en fait. Le bien, le mal, le yin, le yang. Le lapin-loup, c'est c'est ça. D'accord. C'est le yin-yang des animaux, quoi. Soit. J'avoue que là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. De quoi avais-tu peur quand tu étais petit? Bon, de la maladie, la mort. Enfin, ça n'a pas trop changé du coup. C'est des morts Enfin, des morts, putain. Des peurs qui persistent. C'est des peurs viscérales, ancestrales. Ouais, la maladie, la souffrance, d'ailleurs. Ok, ouais. Je suis pas très fan de la souffrance. T'as des gens qui aiment bien souffrir. Oui. Enfin, souffrir. Je crois que personne ne prend son pied en ayant un cancer. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais je sais pas, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui. Moi, je suis très douillet, quoi. Tu vois. Ok, oui. J'ai vraiment peur pour mon intégrité physique, tu vois. J'ai vraiment ce truc. Je suis un peu chochotte, quoi. Ok. Donc, ouais, voilà. Quand j'étais petit, du coup, j'étais encore plus chochotte. Mais t'avais pas, tu craignais pas de créatures imaginaires ou non, pas de monstres sous le lit. Non, je crois pas. Non. Bon, j'avais un peu plus. Non, si, j'avais peur dans le noir, quoi. Comme beaucoup d'enfants, j'avais une petite veilleuse Donald. Oh. Ouais. Donc je m'endormais avec ma petite veilleuse Donald, mais en fait, ouais. Ceci dit, je me rends compte que même adulte, enfin depuis tout le temps, j'ai jamais, comment dire, je suis jamais dans le noir complet. Parce que tu sais, à Paris, tu vois, j'ai pas de rideau, j'ai juste des volets, mais du coup la lumière elle filtre facilement. Et j'avoue que quand je suis dans un noir complet la nuit, tu vois, genre à la campagne, tu vois, je suis pas bien. Ouais. Je suis quand même pas serein. Mais j'ai pas peur de monstres en soi, mais je sais pas, je suis pas serein. Ok. Ouais. Non, peut-être vu qu'il y a la peur de la mort aussi. Ouais, je pense que c'est lié. Ça doit une peur de l'inexistence, du néant, du rien. La fin de la lumière, la fin de tout, quoi. Mais ouais, voilà. Quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait? C'est l'avant-dernière que je tire. Ah ouais. Je sais pas. Le pire cadeau qu'on m'ait jamais fait. J'ai pas d'exemple précis, mais juste un truc inutile, tu vois. Ouais. Tu sais, les cadeaux que tu fais parce qu'il faut faire un cadeau. Oui. Donc, du coup, tu te retrouves avec un jeu de tasses en plastique. Tu te retrouves avec des sous-bocs absurdes. Ou avec un jeu genre 700 questions pour l'apéro. Et tu te dis, la personne a été acheter ce truc-là. Elle l'a emballé, elle te le file à Noël, machin, et t'en as rien à foutre. C'est un gâchis pour la planète, c'est un gâchis pour son budget. Ouais. Moi, le truc, je vais le jeter, je vais le revendre, peu importe. Donc, je veux dire, c'est pas atroce comme moment à vivre, tu vois. Mais oui, je veux dire, mais bien sûr. C'est nul, tu vois. Sinon, moi, j'aime bien faire des cadeaux aux gens. Je fais pas beaucoup de cadeaux aux gens, mais quand je fais un cadeau, j'aime bien que ce soit un minimum personnalisé. Bien sûr. Que le cadeau, il ait un sens, qu'il y ait un clin d'œil, un truc, même si c'est une bricole, tu vois. Et ouais, on a tous reçu des cadeaux de merde qui servent à rien. Tu sais que le truc, tu vas le tège, quoi. Ouais. Tu rentres chez toi, réveillon fini, hop, poubelle. C'est nul quand même. C'est un peu triste, c'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu regrettable. Ouais. Et la dernière que je tire, ensuite, tu pourras à ton tour en tirer 3. Penses-tu être quelqu'un de bien? C'est bien ça pour conclure. Ah ouais, putain la vache. On a commencé avec une grosse question, on termine avec une grosse question. Franchement, ouais. Ok. Je sais pas, enfin, on en a parlé déjà, je suis pas parfait, mais ouais, je pense que je suis quelqu'un de bien, ouais. Écoute, j'essaie de pas faire du mal aux autres. J'essaie de pas faire subir aux autres ce que j'aurais pas envie de subir. J'essaie d'être relativement honnête dans mes rapports avec les gens, même si je suis pas un bisounours, je veux dire, il y a toujours une part de... Pas d'hypocrisie, mais je veux dire, tu t'arranges avec les gens, sûr, quoi. Oui. Tu prends chez eux ce que tu as envie de prendre, etc. Puis des fois, tu es obligé de filouter un peu, je veux dire, même que ce soit dans le cadre notamment du boulot. Ou, oui, tu vois, tu peux pas être pote avec tout le monde, mais je veux dire, j'ai jamais vraiment fait souffrir des gens, tu vois. Enfin, si, ça m'est arrivé de faire souffrir. Mais... tu n'as pas pris de plaisir? Non, j'ai pas pris de plaisir, enfin, j'étais même hyper mal et tout, tu vois. Donc ouais, je pense que ça va. Puis tu vois, j'essaie de faire attention à mon environnement.
J'essaye de réfléchir à plein de trucs en fait pour me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être meilleur en fait. Alors je dis c'est hyper prétentieux dit comme ça, mais parce que des fois je réfléchis, je me dis je pourrais faire ça et je serais quelqu'un de meilleur et je le fais pas parce que ça me fait chier. Bon voilà. Mais j'essaye au moins d'y réfléchir. Je reste pas sur des certitudes, sur vas-y casse les couilles, faut arrêter de manger de la viande, ça me casse les couilles, je veux mon entrecôte, basta, tu vois. Tu me dis un truc, j'y réfléchis, je pèse le pour et le contre et j'essaie d'évoluer, tu vois. Faut toujours essayer d'évoluer un peu. Oui. Donc en ça, je pense que je suis quelqu'un de bien, oui, on va dire. Ouais. Ça me semble bien pour conclure. Voilà. Mais écoute, tu peux à ton tour en piocher 3. Allez. Si tu le souhaites. Alors, attends, 3 que je te pose à toi ? Oui. Ouais. À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Ça, c'est pas facile. Alors, je rigole parce que c'est un peu la question totem du podcast. Elle tombe souvent et puis elle faisait partie du premier générique. En soi, la réponse, la vraie réponse, c'est en vrai, on n'est pas si mal aujourd'hui. Ouais. Parce que même malgré la menace du climat et tout, mais ne serait-ce qu'au niveau de la médecine, on est quand même mieux aujourd'hui. Ouais. Ne serait qu'en termes d'égalité, on est quand même un peu mieux aujourd'hui, que ce soit pour les personnes LGBTIA+, les personnes racisées, les femmes, même s'il y reste énormément de choses à faire et que on peut se rendre compte d'un certain recul dans certains pays constitués d'une 50aine d'États. Mais quand même, bon, aujourd'hui on n'est pas si bien. Et après, si je vais vraiment choisir, je choisirais le Paris de la Belle Époque, genre entre 1914-15 et 1938. Je trouve que c'est une époque, c'est une période qui a l'air. C'est un choix esthétique, facile. Du coup. En fait. Oui, ouais, c'est très esthétique comme choix, parce que je trouve que Paris à l'époque avait l'air d'être. Non, et puis il avait l'air d'avoir une ambiance assez folle quand même. Ouais. Les teufs, les cabarets, tout ça. En plus, on n'est pas très loin de là où tu es. Enfin, là où tu es, on n'est pas très loin de là où tout se passait, qui est globalement Pigalle et tout. Ouais. Donc, je pense que ce serait ce travail-là. Toi, t'as une époque où tu aurais aimé vivre très spontanément et un peu bêtement, je dirais les années 70-80. Mais pour le coup, c'est aussi un choix esthétique. Alors en France, a priori, en France ou aux États-Unis, je sais pas trop. Ou en Angleterre, remarque, putain, ça devait être chiant, mais l'Angleterre à ce moment-là. Ouais, 70-80 ? Culturellement, tu vois, la musique et tout. Tu te manges Thatcher ? Ouais, non, mais moi je pense toujours culture. Ouais, bien en sûr, fait. bien je pense sûr. toujours musique et tout, création, mouvement culturel divers et variés. C'est vrai que je pense pas politique, mais ouais, Thatcher, c'est relou. Mais ouais, on va dire 70-80. Ok. Parce que l'impression qu'il y a encore beaucoup de possibilités et de choses accessibles. Oui. Pour un peu tout le monde, tu vois. Voilà. Ok. Mais c'est sûrement une idée un peu biaisée, mais. Non, mais. Je suis un peu dans ce truc-là, quoi. Fait sens. Another one. Alors. Si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu ? N'importe lequel, on va dire, malgré toutes les. Si, je pense que je serais réalisateur de films. Ah ouais ? Ouais. Mais pas Hit, du coup. Non, pas Hit. non. Ouais, je pense que je serais n'importe quel métier. Je pense que ça reste le métier qui me fascine le plus, enfin que j'aurais le plus aimé faire. Ouais. Et pourquoi n'es-tu pas réalisateur de films ? Enfin, je veux dire, t'as un cursus dans le cinéma quand même ? Pas ou pas du tout. Non, pas du tout. C'est trop tard ? On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Après, je pense que c'est aujourd'hui, finalement, c'est peut-être plus le prestige qui va avec qui me plaît. Je pense peut-être pas avoir le. Parce qu'en plus de ça, moi, si je suis réalisateur de films, c'est pas pour. C'est pas pour réaliser des téléfilms, quoi. C'est parce que je veux réaliser des grandes œuvres. C'est pour être Peckinpah ou. J'entends bien.
Ouais, bon, Scorsese, même si j'aime pas Scorsese plus que. Enfin, j'aime bien ce qu'il fait, mais pas plus que ça. Mais enfin voilà, ce serait. Oui, un réalisateur. C'est ça. Un grand réalisateur. Un auteur. Voilà, ouais, un auteur. Okay. Donc non, mais c'est vrai que j'ai régulièrement des visions de films que j'aimerais faire, que j'aimerais adapter et en général, c'est des films qui sortent, et quand ils sortent, je suis en mode mais ça a l'air d'être de la merde. Ouais. Si je l'avais fait. Est-ce qu'il y a une œuvre du coup littéraire que t'aimerais adapter? Ouais. Genre... Il y en a plusieurs. Okay. J'aimerais. Là, pendant très longtemps, j'avais envie de faire mon adaptation de Peter Pan. Oh. Mais il y a Wendy qui est sortie il y a 2-3 ans, ouais. Et en vrai je pense que elle est bien, j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Okay. Et sinon il y a l'œuvre littéraire que je rêverais de réaliser, et ce serait genre je crois une fresque de 4-5 heures. Ce serait une adaptation du Maître et Marguerite de Bulgakov. D'accord, je connais pas. C'est donc un roman russe, comme le nom de son auteur l'indique. C'est se passe dans les années 30, donc au plus haut de la dictature bolchevique, du totalitarisme bolchevique. Et le diable arrive à Moscou et fout un bordel monstrueux. Il fait globalement halluciner l'intégralité de Moscou, et la folie s'empare de Moscou. Et en fait, tu te rends compte que derrière ça, c'est pas un acte qui est motivé uniquement par la malveillance et par le plaisir de semer le chaos chez l'homme, mais aussi il y a aussi une volonté d'honorer, on va dire, l'amour pur. C'est une grande œuvre autour de l'amour et ce genre de choses. Et il y a des parallèles avec la rencontre entre Jésus et Ponce Pilate. Enfin, c'est mon roman préféré, et j'adorerais réaliser une. Je pense que si on me filait, mais je pense que je préférerais finalement être le producteur maintenant. Parce que je sais que j'ai pas le talent, mais j'ai une petite vision. Donc j'essaierai de trouver un réalisateur producteur à l'américaine, où t'as beaucoup de pouvoir aussi, du coup. Ouais, voilà. Et où je trouverai un réalisateur où je sens que sa vision, sa patte peut coller à ma vision du Maître et Marguerite, et voilà. Et si tu l'as pas lu, je te conseille de le lire. Ok. Malheureusement, je crois que il y a la traduction qu'on trouve actuellement, je la trouve vraiment pas ouf. Je trouve qu'elle perd en baroque, et mais sinon, faut essayer de le choper d'occasion. Voilà. Très bien. Et la dernière. Oui, toi, tu as quel métier tu voudrais en fait, j'ai toujours voulu être comédien. Ok. De cinéma. Je pense que j'ai aucun talent pour ça. Ok. Voilà. Du coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que les rares fois où j'ai fait un peu de théâtre, ou les rares fois où je me vois à l'écran dans des clips, où je me trouve. Ça marche pas, quoi. Ouais. Non, mais après, ça se travaille. Hein. Mais je pense que je pense que je suis pas vraiment fait pour ça, mais j'aurais adoré être comédien, en fait. Ok. Ouais. Ou réalisateur aussi. Ouais, ça. Il y a une œuvre littéraire que t'aurais aimé adapter. Ah, vas-y. Le Grand Maulne. Ok. Le Comte de Monte Cristo. Ok. Ça, il y en a une qui arrive, malheureusement, avec Pierre Ninet. Ouais, mais j'irai pas voir. J'aime pas Pierre Ninet. Et la saga Malocène de Pénac. Ok, d'accord. Qui a déjà été adaptée en partie, mais j'ai pas vu parce que je refuse de voir. Vu que c'est pas moi qui l'ai fait, je refuse de la voir. Je comprends, ouais. En plus, j'aime pas l'acteur qui joue Benjamin Malocène. Enfin bref, d'accord. Y a rien qui va. Et tu verrais qui en Comte de Monte Cristo? En Edmond Dantès? Ah putain. Je sais pas, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il est tellement. Genre, au début, il est jeune, t'imagines un jeune, truc un peu jeune premier, fringant et tout. Puis après, après l'épisode de la prison, il s'enfonce quand même dans le shit, la cam et tout. Il y a un truc. Il faut que le gars il soit marqué, abîmé, tout en gardant un certain charme, un charisme absolu, tu vois. Mais que le gars il soit limite quand même déjà un peu gros, un peu, je sais pas, tu vois, un peu marqué par la vie d'une manière ou d'une autre. Donc, je sais pas, faut vraiment trouver quelqu'un qui puisse correspondre à ça. Enfin, après, tu grimes, tu maquilles, tu prothèses, mais faut quand même que le gars, de base, dégage du début à la fin ce truc, tu vois, ce truc un peu. Donc là, comme ça, je saurais pas te dire qui, mais il y aura un enjeu de ouf sur le casting, ouais, c'est clair. Bien sûr. Voilà. Alors, la dernière. C'est ça. Que fais-tu pour t'endormir? Ah, je me parle à moi-même. C'est mignon, ça. Ouais, ah ouais? Ouais. Bon, elle est déjà sortie. J'ai déjà répondu. Et ce qui est marrant, c'est que
ma copine m'a dit que du coup elle avait essayé de le faire et que ça l'avait un peu perturbé, mais elle commençait à voir ce que j'y trouvais. Ouais, je me parle à moi-même. Je sais pas si t'as vu le film de Alan Parker, The Commitment. Non. Sur un mec qui s'appelle Jimmy Rabbit, il s'appelle Jimmy. Non, Jimmy Rabbit, c'est dans 8 Mile, je crois. Mais il s'appelle Jimmy et il devient manager. En fait, il monte un groupe de soul, de reprise de soul dans le Dublin des années 70-80. Et en fait, il passe beaucoup de temps à s'auto-interviewer dans son bain, en imaginant que son groupe défonce en termes de succès. Donc dans son bain, dans son lit, tout ça. Et c'est vrai que c'est un truc que je peux faire pour m'endormir, en fait, de m'auto-interviewer, de me poser des questions sur plein de sujets différents. Et en vrai, je parle 4 minutes et je m'endors. Après, en règle générale, je dors bien. Ouais. J'ai jamais de mal à m'endormir. Donc, c'est ça. Ouais. J'ai rarement du mal à m'endormir, mais si j'ai du mal à m'endormir, je me parle à moi-même et ça marche très bien. Et c'est en fait, je me parle jusqu'au moment où je me rends compte que j'ai arrêté de parler. Et c'est vrai donc je dis je m'endors. Voilà. Je recommande. Très bien. C'est peut-être pas automatique les premières fois, mais ouais. Le risque de se parler à soi-même, c'est que ça t'emmène tellement loin que ça te réveille et t'es là, tu te tapes des tripes de fou en mode autopsychanalyse. C'est vrai. Puis en plus, moi, je le fais à voix haute, donc ça demande. Comment ça, tu le fais à voix haute? Je parle. Sérieux? Ah ouais. Tu vis seul? Oui. Enfin, je vis en colocation, donc je dors seul. Tu dors seul. Je dors seul, oui. Ah, oui. Mais comment tu vas faire le jour où tu ne dormiras plus seul? Si c'est ton souhait, parce que peut-être que c'est pas ton souhait. Après tout. C'est pas forcément. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas forcément mon souhait. Je pense que je pense que le jour où j'emménagerai avec une personne avec qui je vivrai, où on sera en couple, on cherchera quand même un lieu où chacun peut avoir sa chambre. Ah ouais? Ouais. Okay. J'ai des potes autour de moi qui font ça et je trouve que c'est vraiment ça a l'air de vraiment bien marcher et moi ça me correspondrait vraiment bien. Des fois t'as envie de dormir seul, t'as envie de te faire un film seul et de t'endormir seul et c'est tranquille, tu vois, il y a pas de malaise et je sais que ma copine est assez alignée là-dessus donc pour l'instant bon, très bien. Donc faudra 4 pièces quoi. Voilà. Mais voilà, oui, ça demande de dormir seul, de s'endormir en ce moment. Okay. Mais je chuchote, hein, je parle pas aussi fort que là maintenant. Oui, j'imagine que t'es pas là, mais bon. Mais quand même, quand t'es pas prévenu, ça peut surprendre. Oui, non, mais je l'ai jamais fait à côté de quelqu'un. Je l'ai jamais fait à côté de quelqu'un. Puis encore une fois, non, justement, sinon, si je suis à côté de quelqu'un et qu'on n'arrive pas à s'endormir tous les deux, on va discuter jusqu'à ce qu'on s'endorme. Donc on en revient à peu près à la même chose. Okay. Toi, t'as un petit tricks? Non, j'ai pas trop de mal à m'endormir en général et non, sinon je me mets à penser à des trucs, mais les trucs qui sont pas trop angoissants, tu vois. Oui. Je trouve un fil de pensée relativement anodin, genre j'ai vu telle paire de baskets sur tel site, est-ce que ça m'irait bien, avec quoi je les mettrais et dodo. Tu te fais tes outfits. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un exemple à la con, mais ça a pu m'arriver de faire ça. Ou sinon, je regarde des films jusqu'à ce que dodo s'en suive. T'arrives à t'endormir devant un film? Ouais. Et est-ce que c'est pas parce que le film est chiant, c'est juste que je suis claqué. T'arrives à t'endormir en découvrant des films? Ou tu te mets plutôt des valeurs sûres? Non, je me mets plutôt des valeurs sûres ou quoique non, je me mets ça m'arrive de mettre des trucs que j'ai pas vus. Hein. Mais j'ai un sentiment de gâchis quand je fais ça. Je le fais parce que je me dis peut-être je vais tenir et je m'endormirai à la fin. Ouais. Après le film donc, mais si je m'endors en cours de film, je me dis putain t'es quand même vraiment un connard, tu respectes pas l'œuvre. Tu lances ton film, il est 23h30 et en fait, 3 quarts d'heure après, tu dors. Oui. C'est pas cool. Mais c'est quand même un moyen de s'endormir. Quoi. Ok. Très bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Moïse, cool. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis de m'avoir accueilli chez toi et puis pour ton thé. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Alors, une avec qui tu peux me mettre en contact et une inaccessible, on va dire. Ouais. Alors, une avec qui je peux te mettre en contact. Est-ce qu'il acceptera? J'en sais rien. Mais parce que c'est quelqu'un dont je suis proche et que j'aime beaucoup et je pense qu'il a plein de choses intéressantes à dire. Il s'appelle Benjamin Faux. Il est entre autres journaliste spécialisé série pour le Point Pop.
Il a écrit pour d'autres médias, il a écrit pour Le Monde des Livres aussi, puisqu'il est auteur de bouquins, accessoirement. Il est également auteur d'une somme, qui est la première en France à avoir été éditée sur les séries, qui s'appelle le Dictionnaire des séries télévisées. Il y a c'est pas qu'il y a 2 volumes, il y a eu 2 éditions, une édition augmentée, quoi. Donc c'est quelqu'un qui connaît plein de choses et je pense que ça serait marrant de l'entendre répondre à quelques questions. Après, c'est pas quelqu'un qui se livre énormément sur des choses très intimes, mais justement, si jamais il accepte, ça peut être cool, je pense. Très bien. Et la deuxième, du coup, inaccessible entre guillemets, un gars qui me fait pas mal marrer en ce moment, qui s'appelle Jamil Le Schlag. Ok. Oui, t'es la deuxième personne à me demander Jamil Le Schlag. Ah, c'est bon ça. Donc voilà, je le connais pas du tout, hein. Je suis juste spectateur, auditeur de ce qu'il fait et il me fait marrer. En fait, c'est même pas tant ce qu'il raconte, parce que des fois c'est pas ouf, mais c'est la manière. Il a un swag de ouf, tu vois. Et j'ai vu sur scène, il est vraiment hyper cool et très gentil en plus. J'ai discuté un peu avec lui à la fin. Et le gars est détente de ouf et il a un bon état d'esprit, je pense. Donc il faudra peut-être que j'essaye d'aller le voir sur scène pour. Ouais. Il joue à l'Apollo Théâtre. Oui, près de République, là. Ouais. Très bien. Bah, et puis peut-être que, chers auditeurs et auditrices, vous avez le contact de Jamil Le Schlag dans ce cas-là, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ce que tu fais ? Bah, sur les réseaux sociaux principalement, donc Facebook, Twitter, Instagram avec mes 100 000 comptes. D'ailleurs, j'en profite, petite promo, j'ai créé un compte Insta il y a quelques temps pour partager des photos des œuvres de mon grand-père qui était peintre. Parce qu'il y a une petite actu autour de lui en ce moment, et du coup, je me suis dit qu'un compte Insta, ça peut être pas mal pour poster de l'image, quoi. Donc, si vous voulez, si vous êtes curieux, amateur de peinture, c'est vrai que c'est un secteur dont je parle peu, mais moi j'aime beaucoup la peinture. Ça s'appelle Guy _Arnaud. Je vous demandais, vu que _ officiel sur Insta. Bah, sinon, vous me suivez sur Insta, j'ai mis tous les autres comptes dans ma bio. Bref. Bon, pardon, c'était pour le petit truc promo. Sûr, mais vas-y. Mais voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Et après, sur la musique particulièrement, Bandcamp. Tous mes sons sont sur Bandcamp. Ils ne sont pas tous, malheureusement, sur les plateformes. Donc, ceux qui veulent vraiment creuser le truc, il faut aller sur Bandcamp. Mais sinon, globalement, il y a quasi tout sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Très bien. Walou. Eh bien, écoute, encore merci. Merci à toi. Et puis, cool. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram avec @aléatoire_s. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce en l'air ou 5 étoiles sur cet épisode. Ça m'aide beaucoup. Je n'aime toujours pas faire ça. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.